Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire l'analyse habituelle, c'est-à-dire, on va dire, technique fondamentale et sentiment. C'est le week-end, donc on ne s'attend pas à des mouvements incroyables. Donc, du coup, on va quand même faire un point sur la partie daily, la partie un peu grosse time frame, mais également aller un petit peu plus dans le détail pour voir finalement un petit peu où on en est par rapport aux fondamentaux à la fois et aux signaux techniques, on va dire, sur Bitcoin. Allez, intro. Alors, Bitcoin face au dollar en daily. Pour le moment, on voit que on est passé donc sous cette ligne, ça c'est pas une nouveauté, et on est actuellement en train de perdre cette accumulation. Cela dit, on est en train de transformer un peu l'histoire en une latéralisation ici, vous allez le voir sur les petites time frames. Où globalement on avait en fait cette compression là, ici comme ceci, d'accord, cette compression là. Pour le moment on peut pas vraiment dire qu'elle soit regagnée, on va dire ça comme ça, on considérera qu'elle sera regagnée à partir du moment où on a un push au-dessus du niveau 4 heures, vous le voyez c'est celui-ci, le orange, ça c'est une résistance en 4 heures que pour le moment on n'arrive pas à passer, qui nous repousse, mais au travers de cette triangulation qu'on avait là, on voit qu'on en sort par le bas et potentiellement qu'on la regagne par le haut, donc on est à peu près sur le scénario finalement de range un petit peu pour la suite, range entre 43,3 finalement et 41,7. Donc ça c'est un scénario qui est tout à fait jouable, un retour au 42 désormais à partir d'ici. Attention, on a quand même pas mal de liquidité, on va dire, au-dessus de ces 3 ou 4 bottoms, là, de ces 3 ou 4 tops, pardon. Donc du coup, une prise de liquidité au-dessus est bien possible, donc laissez respirer vos trades si jamais vous êtes potentiellement là-dedans. Une heure, même chose, finalement, on n'a pas vraiment ici de grosses infos. On a eu quand même cette info que ce qu'on avait là n'a pas été proprement, on va dire, nettoyé, mais vous voyez qu'en une heure, on ne perd pas la structure précédente encore. Si jamais on venait à la perdre, on aurait le signal, à peu près sur ces niveaux-là, qu'on serait vraiment en train de la perdre. Pour le moment, c'est pas le cas. Plutôt baissier sur le court terme, on va dire, même si qu'on reste dans ce range, qu'on en sorte par le bas et qu'on perde la structure, on va dire une heure pour revenir revisiter ça, c'est-à-dire revenir chercher les points en longue. Les stops des longueurs ou les points de liquidation, ça reste plutôt baissier, sauf à dire que on vienne effectivement chercher la liquidité au-dessus de ça. On a beaucoup évoqué l'idée de se retrouver à faire une structure en dessous de la daily ici. La daily, c'est la rouge. Pour le moment, c'est peut-être ce qui est en train de se dessiner. Maintenant, on va voir effectivement si en fait ça attaque ça. Les deux niveaux, c'est les deux niveaux, haut de range et bas de range, qui pourraient éventuellement nous donner une direction. Est-ce que ça, c'est un double top? Et là, on vient attaquer un peu plus bas sur la structure, autour des 41,2 dans un premier temps et peut-être potentiellement 39,5, 40 000. Ou alors, est-ce qu'on arrive à regagner tout simplement la daily et à vraiment la passer finalement tout en restant dans cette idée d'un range, on va dire ici entre 40 et 44. Si jamais on arrivait à pulser beaucoup plus haut, vous voyez qu'on a une très belle épaule tête-épaule ici qui nous dirait éventuellement que ça va au-dessus des 48. Les fondamentaux, je trouve, sont très bons. On aura potentiellement un bon CPI. On a des inflows sur le TF qui sont pas mauvais, d'autant plus que il y a une partie des outflows, on va dire, de GBTC qu'on pouvait attribuer à FTX qui a vendu la totalité de ses BTC sur le top, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que cette partie-là de l'outflow est potentiellement terminée. Donc désormais la question c'est est-ce qu'on continue finalement une forme de sell de news sur l'approbation des ETF, c'est-à-dire est-ce qu'on a trouvé un top local pour au moins les 3 ou 4 prochains mois, ou alors est-ce que tout simplement les inflows des ETF, le fait de l'adoption des ETF nous permet d'avoir trouvé bottom ici sur la zone des 38. Personnellement, étant donné que cette montée est un peu molle, un peu larvée, je pense que les 38 seront revisités, à savoir une forme de double bottom ici à minima, et encore une fois également, je pense plutôt, c'est le scénario privilégié ici, qu'on se dirige vers les 32 000 $. Mais on verra ici, encore une fois, les fondamentaux sont vraiment excellents. Il y a potentiellement du jus pour venir finalement
casser. Il faut voir ici également que attention à une cassure qui ne tienne pas dans le temps. C'est pour ça qu'on utilise, nous, des niveaux avec des time frames, c'est-à-dire on n'a jamais ouvert et fermé une bougie au-dessus de ce niveau-là. Hein. C'est plus ou moins la méthode qu'on utilise en price action. C'est tout simplement pour distinguer ce qui va être soit un SFP, une swing failure pattern, admettons si on prend vraiment tout à fait l'exemple typique de cette épaule tête-épaule inversée ici. Si jamais on voit qu'on ne casse pas les niveaux, par exemple celui-ci en daily, celui-ci en 4 heures, que finalement la prise de liquidité se fait rapidement et que derrière on réintègre, ben on saura que c'est effectivement un swing failure pattern, un SFP. Donc on va dans l'anti-chartisme là, plutôt dans l'idée d'une prise de liquidité finalement au-dessus de la résistance, c'est-à-dire je prends toute la liquidité qu'il y a au-dessus de ça pour finalement me retourner et venir chercher la liquidité inverse. Et ça c'est relativement fréquent sur Bitcoin. J'ai fait une vidéo pour les affiliés, je la mettrai en ligne pour tout le monde, je pense d'ici quelques jours, sur mon système de trading. Et moi mon système de trading il repose typiquement là-dessus, c'est-à-dire je vais jouer le chartisme quand c'est de la vraie cassure, quand il y a un vrai directionnel, quand on arrive à tenir finalement au-dessus de ces supports-là, et je vais jouer plutôt tout ce qui est SFP, prise de liquidité, toutes ces choses-là, donc échouer par exemple là, typiquement dans cette imbalance-là, dans un contexte de liquidité. Pour moi, on est plutôt en ce moment dans un contexte de liquidité que dans un directionnel fort vers le haut sur Bitcoin. Mais il faut prendre bien sûr une décision avant, il faut quand même avoir un sens, mais il faut savoir aussi protéger sa décision, c'est-à-dire tout simplement, si là vous êtes sur un short sur le top parfait, et c'est plutôt mon cas, enfin je parle de ce top là, hein, ici moi j'ai pris un short intraday, et ben tout de suite le mettre SL à break-even parce que vous êtes pas à l'abri d'une prise de liquidité au-dessus. Là il faudra prendre une décision en fonction des time frames, c'est-à-dire si là on voit une structure de retournement et assez rapidement, par exemple qu'on réintègre le 4 heures qui est celui-ci, c'est-à-dire que ça se fait en 3h30, hein, globalement, la prise de liquidité, et que derrière on repasse dessous, le retest est foireux, etc., etc. Et ben à ce moment-là, on jouera plutôt tout simplement le fait de venir chercher toute cette liquidité qui est garée, on va dire, dans les stop longueurs et dans les liquidations ultérieures de tous ceux qui ont peut-être un peu trop en retard, finalement, longué ce mouvement, d'accord ? Voilà pour les, on va dire, haute time frame sur BTC, hein, puisqu'on est allé jusqu'au 1 heure ici. En ce qui concerne Ether contre Bitcoin, ça latéralise également en ce moment. On n'a pas perdu ce bottom-là, donc on est peut-être en train de repartir sur une accumulation. Attention à ne pas faire finalement une A, une B, une C, pour finalement venir continuer la tendance weekly, c'est-à-dire prendre ces niveaux plus bas. Pareil sur Ethereum, il y a des très bons fondamentaux en ce moment, à savoir mise à jour Denkun, qui va probablement apporter des très très bonnes améliorations à Ethereum, et donc du coup on regardera ça également avec assiduité. Toujours dans la même compression en ce qui concerne Ethereum contre le dollar, à savoir celle-ci, pas vraiment de direction préférentielle. Est-ce qu'on revient retester le 4 heures qui est ici? Est-ce qu'on tient également la trend daily pour finalement venir péter la trend de distribution ici en 4 heures? Ou alors est-ce que finalement le prix nous donne un flag ici qui nous donne lui-même une A, une B, une C et donc un directionnel plus bas, à savoir peut-être potentiellement 1700 sur Ethereum. Je n'ai pas regardé ici la target de ce flag, on va la regarder ensemble. Donc c'est toujours un peu ce choix, on va dire, entre le directionnel qu'apporte le chartisme et le côté un peu... ouais, c'est ça, là, pour le moment, 1892, si jamais on venait à casser en bas. Le directionnel qu'apporte le chartisme et la propension à juste venir prendre la liquidité et finalement dégager dans l'autre sens. Je donne un exemple ici, par exemple. Ici, admettons que je joue le flag, et en fait, on est juste sur une prise de liquidité sous ce niveau-là. Extrêmement rapidement, ça, bon, je l'ai mise en 1 heure ici, mais globalement, c'est une trend daily, hein, daily 4 heures. Et ben en fait, on vient rebondir sur ce 4 heures-là, sans perdre le 4 heures qui est ici. C'est-à-dire que finalement, on a juste une mèche qui vient reprendre ici la liquidité en haut. Donc là, à ce moment-là, on peut se dire, le mouvement est finalement nettoyé. Un peu ce qu'a fait Bitcoin quand il a touché les 38, sub 38 ici, quand il est passé sous les 38. Si Ether nous donne, n'atteint pas la target ici de son flag, donc autour des 1009, mais nous donne plutôt juste une prise de liquidité, et là pour le coup j'aurais tendance à dire 2150, sort ses longues et finalement se retourne dans l'autre sens. À ce moment là on sera typiquement sur un swing failure pattern, c'est-à-dire une pattern chartiste, hein, globalement pour faire simple, c'est plus
Normalement, on va chercher au-dessus d'une résistance, on croit qu'il y a une cassure, tous les traders de breakout rentrent, on va le prendre dans l'autre sens ici, tous les traders de breakout rentrent ici, et finalement, en fait, on les embarque dans l'autre sens, d'accord? On vient les chercher dans l'autre sens. Donc c'est une forme de... on jongle un petit peu ici, il n'y a pas d'antinomie pour moi entre ce qui va être, on va dire, chartisme, héliotisme directionnel et trading de liquidité. C'est pas des choses qui sont totalement antagonistes, opposées, c'est plus des choses qui se complètent, et finalement l'articulation vous l'aurez littéralement dans tout ce qui est effectivement price action, c'est-à-dire ce niveau-là n'a pas cassé, il a été réintégré. Je donne par exemple l'exemple de cette 4 heures ici, ce niveau-là n'a pas cassé, il a été réintégré, donc cette 4 heures est toujours valide, on a juste une mèche au-dessus, c'est une prise de liquidité, donc je sais que la liquidité est nettoyée en haut, je vais plutôt jouer la direction basse, d'accord? Les alts contre BTC, donc du coup, là c'est toujours la même histoire, hein. Est-ce qu'on est dans cette flat? Est-ce qu'on se reprend ici? Est-ce qu'on vient casser finalement ce niveau-là et peut-être même celui-ci pour changer la structure, faire une vraie structure de retournement, hein. Ici, on est en tendance baissière. Est-ce qu'on est capable de retourner cette tendance-là sur fond de la correction est finie et c'était une flat? Ou alors est-ce que tout simplement le prix nous donne plutôt quelque chose une continuation directionnelle, on va dire, de cette tendance baissière qui est ici. C'est-à-dire là, j'ai fait un lower high et maintenant, je vais faire un lower low. D'accord. On aura des réponses assez rapidement, je pense, ici sur les alts. Les alts étaient plutôt à la correction hier, elles sont plutôt... hier, ouais, c'est ça. Hier, ouais, c'est ça. Elles sont plutôt ici, en ce moment, en train de se reprendre. Ce qu'on peut dire d'une certaine manière sur les alts contre Bitcoin, c'est qu'on aura un signal quand même assez fort si jamais on arrive à casser ça déjà. C'est effectivement facile de faire une droite avec 2 points, ça reste juste une trend potentielle, mais on peut estimer ici que voilà, dans cette zone-là, hein, ici autour des 400, c'est soit un rejet, soit effectivement une cassure, hein, avec même chose ici, vous avez une forme d'épaule tête-épaule comme ceci. Si jamais on en casse déjà la ligne de coup, ça sera de manière pérenne, de manière dans le temps. Vous voyez ici la ligne de coup d'une épaule tête-épaule inversée, comme ceci, d'accord? Ici, tac, si on arrive à casser ça, en même temps on casse la trend, a priori ça veut dire qu'on va venir chercher ça, mais il faut que ça se fasse, pas juste sur une mèche petite time frame, on va dire, 1 heure, 4 heures, il faut que ça se fasse de manière pérenne, qu'on s'installe au-dessus de cette trend, et là on aura l'information que effectivement on est pas mal. On va sur les news. Alors en ce qui concerne les news, qu'est-ce que j'ai retweeté dernièrement? Et allez-y, n'hésitez pas à venir sur le Twitter, on est 1440, je pense que ça peut monter à 2000 cette histoire assez rapidement. Idem pour les vidéos, hein, n'hésitez pas à on like, on follow, éventuellement même on retweet, enfin voilà. Ici, Trump qui nous dit que Jérôme Powell ne sera probablement... Enfin, qu'il ne réélira pas Jérôme Powell si jamais il est élu en 2024. Ici, c'est pareil. On a en ce moment quelque chose d'un petit peu... spécial, on va dire, sur le marché action, puisque finalement, effectivement, les actions se tradent comme si la Fed avait déjà coupé ses taux. On a énormément d'avance en ce moment sur comment le marché va pricer ce que va faire Powell dans 6 mois. Les bonds, donc les bons du trésor, on va dire, les obligations qui se tradent comme si les coupe de taux n'allait pas arriver, le gold qui se trade comme si on allait faire un soft landing, les prix du pétrole qui se trade comme si on allait entrer dans une récession, et le marché de l'immobilier qui se trade comme si rien n'était en train d'arriver, hein, finalement, et c'est un petit peu ça en ce moment qui est relativement complexe. Derrière les inflows ETF, ici ce tweet de Old 15 Capital, globalement on a eu des bons inflows au départ, ensuite on a eu de la grosse vente, et là on sait que ça correspond quand même en partie à FTX, et là, donc ça inclut GBTC, et là on est en train de reprendre du poil de la bête. Donc force acheteuse sur les ETF, je pense que le reste va dépendre de la suite, ce que nous donne le prix effectivement sur la suite, mais quand même force acheteuse, et bien évidemment la mise à jour d'Enkun qui serait visiblement prévue pour dans 5 jours, puisque tout s'est bien passé sur le testnet. Donc c'est très très bon pour les L2, hein, ça effectivement sur Ethereum. Je vais pas faire la page de pub aujourd'hui, mais n'oubliez pas que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, donc du coup voilà, tout ce que génère la chaîne est reversé à cette association.
Ici, on passe sur Wall Street Journal, on n'a pas grand-chose. Le projet de loi MICA qui finira par faire fuir les investisseurs, c'est pas aussi sûr, mais l'Europe a au moins l'avantage d'avoir une forme de régulation assez claire. Finalement, en Europe, nous, on est plutôt partisans d'un droit latin, je dirais, c'est-à-dire le droit écrit. Hein. On écrit les règles avant que les problèmes n'arrivent, on va dire. Là où aux États-Unis, on est plutôt sur un droit de jurisprudence, c'est-à-dire on fait un procès, on voit comment se passe le procès, et en fonction de ce qu'a décidé le juge, eh ben, on a une forme de jurisprudence qui rentre en compte. Donc c'est tout à fait européen cette histoire, hein, donc pas de souci avec ça. Ici, on va passer là-dessus aussi également. Ça, on en a déjà parlé hier aussi. Également. Polygon qui vire 19% de ses employés, ça c'est pas extrêmement bon. Et ici, tout ce qui est un petit peu côté Moyen-Orient qui s'enflamme, etc. Avec en ce moment quand même beaucoup de véhémence, on va dire, par rapport à l'Iran du côté des États-Unis. Ici, on nous parle du crash de 87. Listen for traders, comme dit, en fait, comme quoi, visiblement, c'est ça qui dit que les traders auraient, dans cette forme de mémoire du marché, l'idée que la Fed va effectivement couper ses taux. Hier, on a eu le rapport sur l'emploi, bien sûr. Alors, c'était pas un très bon rapport, enfin on va dire ça comme ça. C'était quand c'était hier, ouais, voilà. Finalement, 3,7 au lieu de 3,8, moins de chômage égale plus de latitude pour Powell pour garder des taux hauts pendant longtemps. Donc une forme de résilience du marché de l'emploi. Ça, c'est pas extrêmement grave. On n'est pas très très loin du consensus, c'est pas extrêmement grave. Par contre, ce qui est beaucoup plus grave, c'est les average hourly earnings, c'est-à-dire le salaire horaire, l'augmentation des salaires. Et on voit que finalement, sur le mois de janvier, ils ont doublé par rapport au consensus. Et ça, dans l'idée, c'est pas très bon au sens où une spirale des salaires peut enclencher une spirale de l'inflation. Des salaires qui augmentent en période de plein emploi, surtout dans la période inflationniste actuelle, même si l'inflation s'est quand même calmée, eh bien ces salaires qui augmentent là peuvent donner finalement encore plus d'inflation derrière. Ce qu'on veut, c'est que un petit peu faire mal au marché de l'emploi, hein, c'est ce que veut faire Powell finalement, pour de toute manière casser un petit peu cette dynamique inflationniste. Et voilà, on a terminé. Donc hier, c'était pas un très bon rapport sur l'emploi. Maintenant, d'un autre côté, vous comprenez que un marché de l'emploi qui est résilient et fort, bon, on veut pas que les salaires augmentent, hein, ça c'est vraiment une mauvaise chose, mais un marché de l'emploi qui est résilient et fort va aussi mettre du grain à moudre dans ceux qui croient qu'on peut faire un soft landing, c'est-à-dire faire atterrir l'économie en douceur, en ayant géré cette hausse très rapide des taux, hausse très rapide, et ensuite on aurait éventuellement une baisse relativement rapide aussi. Voilà pour la partie news. On va désormais regarder les liquidations. On a liquidé pas grand chose hier, 65 millions, 25 millions sur Bitcoin et Ethereum, liquidé plutôt du long, API 3 qui a bien poussé, XRP qui a visiblement liquidé du short également. En ce qui concerne le carnet d'ordre, on va ici descendre un petit peu. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir éventuellement, c'est une défense sur zone ici autour des 43,8 qui se prépare, on va dire. Derrière, ça commence à défendre légèrement en dessous, autour des 42,5 et potentiellement 42. 41,5 ici en dessous, donc voilà. Pour le moment, vous voyez que ces ordres ont disparu, une bonne partie a disparu, hein, donc si on disait 43,8, il reste plus grand chose entre guillemets. Le prix pourrait péter ce week-end, ça serait pas étonnant hein, d'une certaine manière. En ce qui concerne les bulles de liquidité, donc sur les 5 derniers jours, on a une time frame 5 jours ici, on est à l'équilibrium entre long et short, en liquidation à prendre, on va dire ça comme ça. Et dans cette jambe haussière, on a pas mal de liquidations à prendre. Vous voyez qu'il n'y a aucune grosse bulle hein, par rapport à d'habitude. On va dire, il n'y a pas assez peu de très grosses positions qui sont ouvertes. Sur Ether, c'est globalement à peu près la même chose. On est à peu près à l'équilibrium également. Petite poche de liquidité ici à venir chercher éventuellement au-dessus, autour des 2350. Est-ce qu'on a la même poche sur Bitcoin ?
Pas forcément, pas sur les 5 jours en tout cas. Quand je regarde la 7 jours en termes de liquidation à prendre également, j'ai oublié de faire le funding d'ailleurs, ça n'aurait aucun sens de le faire après. Alors, le funding. On a pris ce point-là, on avait fait la vidéo par ici hier. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une structure qui latéralise avec un funding qui augmente, ça veut dire que j'ai quelque chose à venir chercher éventuellement là-dedans, ici, en longue. Derrière, j'ai une structure qui augmente, un funding qui descend, donc ça veut dire que j'ai quelque chose à venir chercher ici en short. Donc ça suit pas mal la price action. Mais c'est relativement intéressant de savoir qu'il y a une anomalie dans un sens et une anomalie dans l'autre. Ça irait plutôt dans le sens ici, soit d'une prise de liquidité au-dessus, hein, on l'a vu que 43,8 et on a vu qu'il y avait des ordres, éventuellement ici même pour défendre. On pourrait taper 43,8 pour ensuite finalement aller en bas. Et derrière, finalement, des niveaux de price action qui sont plutôt propres. On était sur la 7 jours. Globalement, ça nous dit à peu près la même chose, hein, sensiblement. 41,6 plutôt ici en bas, mais ce qu'on regardait ici, finalement, c'était 42,5. Vous voyez qu'il y a effectivement du long qui a été ouvert. Et en même temps, cette poche, étant donné qu'on a traîné sur zone, cette poche à 44 qui pourrait éventuellement être visitée également. En ce qui concerne la 7 jours sur Ether, pour le coup, on voit qu'il y a un peu plus de long à venir chercher à 2150. Mais en revanche, effectivement, une belle poche de liquidité qui s'est créée aussi. Alors, elle est un peu plus large, mais si j'additionne tout ça, je pense que je suis à peu près au même niveau. J'ai pas regardé le funding sur Ethereum aujourd'hui, mais ça pourrait se défendre. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo sur des petites time frames. Donc, on va aller chercher ici le contrat perp sur Bybit, sur BitGet, pardon. Time frame 5 minutes. Hop, et on regarde un petit peu ce qu'il se passe. Déjà cette descente, là on voit qu'elle semble assez algorithmée, hein, c'est pas violent, il n'y a pas de violence dans la descente, donc là on sait que le prix est en train d'aller chercher quelque chose, on a vu qu'il y avait quelque chose à 42,7 à peu près à venir chercher potentiellement, est-ce que c'est ça? Globalement si je devais tabler sur des niveaux en dessous, sur les petites time frames, c'est pas évident de savoir où le prix pourrait s'arrêter, on a une jolie zone ici quand même, entre 42,8 et 42,5. Si on part dans l'idée d'un range sur de la plus haute time frame, hein, si on part dans l'idée d'un range plus important, donc du coup pas d'épaule tête-épaule inversée, ici vous le voyez épaule tête-épaule inversée, mais plutôt un range, d'accord. Peut-être que le prix a quand même besoin de venir prendre 43,8 avant. C'est-à-dire que, effectivement, l'entrée idéale, ici, elle se trouve peut-être finalement à un nouveau retest de la daily, ici sur la zone des 43,9 à peu près, pour là, pour le coup, venir chercher 41,2. Voilà. Grosse question ici, c'est est-ce que je fais ce range comme ça 38/43, ce qui représente une très belle amplitude, ou alors finalement est-ce que je fais ce range comme ceci, c'est-à-dire 41,2 pardon, 43,6. Pour le moment, les signes sont plutôt dans ces deux niveaux 1 heure là, hein, c'est-à-dire plutôt un range dans cette zone-là. Attention au breakout, voilà, de ne pas le jouer trop rapidement, parce que si jamais on vient chercher de la liquidité au-dessus de ce point-là, il faudra vraiment vérifier qu'on n'est pas justement sur un SFP, à savoir, je dégage au-dessus de tous ces niveaux-là, et comprenez qu'on en a quand même déjà pris ici, hein, une bonne partie, puisqu'on est venu vraiment prendre ce niveau-là, donc c'est pas une certitude, mais si je dégage au-dessus de ce niveau-là, et que derrière, en time frame 1 heure, je réintègre rapidement, à ce moment-là, le signal, c'est quand même plutôt qu'on se retourne vers 41,2 et potentiellement 38,6. Voilà pour la conclue de cette vidéo. Alors, scénario préférentiel. C'est difficile avec la One Week telle qu'elle est actuellement, puisqu'on est vraiment au milieu, hein, vous le voyez ici, de poches de liquidité. Je partirais peut-être pour un retest de 43,8-44. Venir prendre le point chaud d'abord en haut et ensuite venir prendre le point chaud en bas, 41,2. Maintenant, c'est pas nécessairement ce que je voudrais, parce que personnellement je suis en short avec un TP à 41,2. J'ai déjà pris pas mal de TP sur ce short là qu'on avait pris globalement à peu près par ici. Et j'ai déjà pris déjà 2 TP. Maintenant j'aurais bien aimé effectivement que ça vienne chercher mon TP inférieur ici qui se trouve autour des 41,2. En tout cas, à regarder la charte telle qu'elle est là, je ne serais pas contre une prise de liquidité rapide au-dessus et un rejet. Mais je reste baissier pour le moment. Bon, on va voir. Le fondamental, encore une fois, est très bon.
on a 9-10 jours pour pricer un bon CPI, puisque c'est ce que va faire le marché, il va probablement pricer un bon CPI. Donc ça, c'est une première chose. Donc un bon indice des prix à la consommation aux États-Unis, parce que c'est ce qu'on a vu sur les charts, il sera potentiellement pas mauvais. Derrière, le marché a mis dans les prix également, et ça c'était globalement là-dessus, que la Fed n'allait pas... Le signal, plutôt que la Fed n'allait pas baisser ses taux en mars. Cela dit, vous voyez qu'il n'y croit pas non plus à 100%, puisqu'il s'est un petit peu repris. Donc on n'est pas non plus sur un sell-off mental énorme. C'est-à-dire le marché ne croit pas Powell, hein, d'une certaine manière. Il le croit sur le signal, il sait qu'il va y avoir le signal baissier, mais derrière, vous voyez qu'on se reprend pas trop mal. Donc globalement, et d'ailleurs je crois que même c'est sûr, le S&P a fait plutôt une bonne journée hier, le S&P 500. Les earnings sont plutôt bons, encore une fois. Soft landing, vraiment pas sûr, mais possible. Contexte où on fait un ATH malgré des taux à 5% sur S&P. Ça c'est plutôt inquiétant, j'aurais tendance à le dire que c'est plutôt inquiétant plus que rassurant, mais bon, c'est plutôt que le marché est en train de pricer cet éventuel, il s'ambiance un petit peu sur cet éventuel atterrissage en douceur de l'économie américaine. Globalement aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'en ce moment, on a une économie américaine, et ça, j'avais beaucoup fait écho aux travaux de Russell Napier, finalement qui est au-dessus de tout, malgré le fait qu'elle soit extrêmement endettée. Et les travaux de Russell Napier montrent vraiment en termes de macroéconomie qu'on est peut-être dans ce genre de cycle de l'endettement où de toute façon on va dire le marché ferme les yeux sur un endettement qui est trop important, mais étant donné que la régulation vous dit c'est America's First, on va dire ça comme ça, et bien finalement malgré effectivement des taux à 5%, une économie qui devrait nous donner une récession, et bien le marché financier se porte pas trop mal. Et donc un S&P qui fait des ATH, tout comme l'avait fait un petit peu l'économie zombie japonaise, où le Nikkei fait des ATH, etc. Alors que finalement, effectivement, on va dire que ces pays souffrent d'une mauvaise démographie et d'un endettement plutôt important, et de problèmes de productivité. Globalement, on a aussi aujourd'hui la sortie de l'Apple Vision Pro. J'avais montré ici, j'avais fait une vidéo sur le fait que ça pouvait relancer éventuellement une narration métaverse. Donc je sais pas ce qu'ont donné les tokens un peu métaverse dernièrement. Je regarde juste vite fait quelque chose. Ouais, c'est pas non plus incroyable, mais ça s'ambiance un petit peu, on va dire. Ouais, c'est vite fait. Voilà. Il faut bien comprendre ici que c'est les ruptures technologiques qui amènent les narrations. Notamment, on s'en rappelle, le gros bull run sur le métaverse avait été fait quand Facebook a changé de nom en Meta, finalement. Et donc, du coup, ça avait ouvert les yeux un petit peu de tout le monde, un petit peu comme ChatGPT a ouvert les yeux un peu de tout le monde sur quelque chose qui est dans les tuyaux depuis extrêmement longtemps, qui est l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, voilà, il faut éventuellement garder toute une franchise intellectuelle un petit peu sur tout ça. Aujourd'hui, en vidéo affiliée, on fera une vidéo mindset, c'est-à-dire qu'on va parler du mindset du trader, de finalement cette capacité éventuelle à transformer une indécision en certitude, j'aurais tendance à dire, c'est-à-dire non pas se dire j'aimerais bien que mon capital de trading augmente, mais plus je vais augmenter mon capital de trading, je vais gagner des trades, et quels sont du coup le rapport cause-conséquence, la relation logique que je peux apporter à ça, faire une liste, voilà, cette idée que les choses ne vont pas potentiellement arriver, on enlève ici le si de l'équation, mais se dire tout simplement qu'elles vont arriver, et avoir un rapport de relation logique par rapport à tout ça. Ça va être la vidéo du jour pour les affiliés. Demain on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres, et en l'occurrence
La question du jour va être... tiens, est-ce que vous êtes plutôt fan de cuisiner? Est-ce que voilà, c'est un truc qui vous botte? Est-ce que vous aimez bien faire des bons petits repas, etc. Toutes ces choses-là. Personnellement, c'est mon cas, mais je sais pas de la grande cuisine, on va dire. Par contre, j'adore cuisiner pour 4-5 personnes, enfin un maximum de 6 personnes. Voilà, ça pour le coup, j'y arrive vraiment très bien. Voilà, faire le petit foie gras poêlé avec derrière les petites pommes un peu confites, etc. Ce genre de truc. Dès qu'il s'agit de cuisiner pour 15-20 personnes, je suis complètement perdu et c'est vraiment un boulot à part. C'est vraiment, c'est comme ça que les chefs d'ailleurs, c'est cette capacité de cuisiner pour énormément de monde. Moi personnellement, à partir de 6, je suis un petit peu perdu. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.